Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler d'un sujet que tout le monde a un petit peu à l'esprit, du moins ceux qui se renseignent aux bonnes sources, c'est-à-dire sur Internet et en particulier sur mon compte Twitter ou sur notre chaîne UPR TV, mais que tous les Français n'ont pas à l'esprit. Je veux parler du bilan de Emmanuel Macron en matière internationale et diplomatique. Parce que je vois, j'ai vu, il y a des Français qui sont absolument convaincus que Emmanuel Macron est un diplomate hors pair, un chef d'État extraordinaire que le monde entier nous envie, parce qu'en fait, ils boivent du LCI, du TF1 ou du BFM TV toute la journée. Et ce que je voudrais leur dire, c'est que c'est le contraire exact qui est vrai. Monsieur Macron a montré de façon extrêmement gênante, et de plus en plus gênante maintenant, puisque la France est extrêmement handicapée, qu'il est totalement incapable dans ses fonctions, comme d'ailleurs dans le reste, mais dans ses fonctions en particulier. Et au cours des 15 jours, des 3 dernières semaines qui viennent de se dérouler fin novembre 2022, il nous a fait un festival, si j'ose dire, de ratage, de foirage, de désastres, les uns après les autres, qui sont absolument incroyables. Alors je vais vous les rappeler quand même, parce qu'il faut quand même qu'on le sache. D'abord, ça a commencé par la COP27 à Sharm el-Sheikh pour parler d'environnement. Voilà. Donc c'était, d'ailleurs, ça s'est passé dans le Sinaï, cette station balnéaire égyptienne qui est dans le Sinaï, très jolie d'ailleurs. Enfin, il y a des fonds sous-marins magnifiques. En fait, la montagne a accouché d'une souris. Macron est passé là-dedans assez inaperçu. Mais il a surtout il a dû avaler une couleuvre énorme sur laquelle les médias français ont été d'une discrétion de violette. Il a été contraint de rencontrer le président du Venezuela, M. Maduro. Or, Macron avait renié Maduro, il avait dit qu'il ne reconnaissait pas Maduro comme étant le président du Venezuela, pourtant réélu. Je me rappelle, c'était en 2018 ou 2019 qu'il avait indiqué que l'élection de Maduro était suspecte parce que les candidats à la présidentielle n'avaient pas tous eu le même temps de parole pour s'exprimer dans les médias. De la part de M. Macron, c'est quand même particulièrement cocasse quand on voit qu'il n'a été élu que parce qu'il a monopolisé, ou plus exactement les détenteurs des médias lui ont donné 25%, 30% du temps de parole et bien davantage encore du temps d'antenne. Donc M. Macron, en fait, en fidèle domestique des États-Unis, avait décidé de reconnaître Juan Guaidó, qui n'avait pas du tout concouru d'ailleurs à l'élection présidentielle, qui s'était proclamé comme étant le seul responsable légitime du Venezuela. Alors les États-Unis, à l'époque, c'était sous Trump, avaient donc reconnu Guaidó, et puis comme, bien entendu, les satellites des États-Unis d'Amérique, le doigt sur la couture du pantalon, la plupart d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux en tout cas, s'étaient mis à reconnaître, comme des benets, à reconnaître Guaidó comme le légitime président du Venezuela. Toute cette affaire, en fait, s'est ensuite esclafoirée. On a découvert que le Guaidó, l'homme des Américains, était corrompu jusqu'à la moelle, ce qui d'ailleurs est en général une des grandes caractéristiques des agents américains. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas des agents américains ne sont pas corrompus, mais en tout cas, il y a quand même une constante absolue à travers tous les climats et toutes les latitudes et les longitudes, c'est qu'en général, l'homme ou la femme des Américains est quand même en général corrompu jusqu'à la moelle. C'était le cas de Guaidó, dont on a découvert qu'il avait quand même des liens avec les parrains de la drogue colombienne. Donc du coup, Guaidó, son étoile a pâli, jusqu'à ce que finalement l'Union européenne décide de ne plus reconnaître Guaidó. Ça veut dire que M. Macron a dû avaler son chapeau. C'est quand même terrible ce qui lui est arrivé. Il a donc dû faire reset à un président, Maduro, qui était toujours là et bien là, et qui l'a regardé avec un air goguenard et un poil condescendant, parce qu'en fait, Macron a dû reconnaître qu'il s'était trompé. Ça, c'est le premier point, c'est ce qu'on retiendra de Sharm el-Sheikh, parce que pour le reste, il s'est, comme d'habitude, pas passé grand-chose. La deuxième grande réunion internationale, ça a été le G20. Le G20 qui s'est tenu en Indonésie, à Bali. Alors le G20 avec 20 pays, plus un 21e, puisque les pays de la mouvance des États-Unis d'Amérique avaient demandé à ce que Zelensky, l'inénarrable président de l'Ukraine, puisse faire son show habituel par téléconférence et intervenir. Et la présidence indonésienne avait donné son accord à ce qu'il puisse intervenir.
Donc Zelensky est intervenu et il a demandé que le G20 devienne un G19, c'est-à-dire qu'il a demandé eh bien, que la Russie, qui était représentée non pas par Poutine, qui n'avait pas fait le voyage, mais qui était représentée par son ministre des Affaires étrangères, Lavrov, il avait donc demandé que la Russie soit exclue sur le champ du G20. Alors ça a été terrible, non seulement pour la France, mais pour l'ensemble de la sphère occidentale, parce qu'en fait, eh bien, les autres pays du G20, et non des moindres, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, par exemple, ou le Brésil, pour ne parler que d'eux, eh bien, ils ont dit non. Ils ont dit non, 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 nous, on ne veut pas exclure la Russie. Et donc, ça a été une espèce de tremblement de terre qui est ce qu'on appellerait un signe porteur d'avenir pour ceux qui aiment à faire un petit peu de futurologie, c'est-à-dire que, eh bien, les pays occidentaux, les États-Unis et leurs satellites ont découvert qu'ils ne mènent plus la course du monde et que la Russie a été maintenue par la volonté de pays qui représentent une très large majorité de la population mondiale, en tout cas beaucoup plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Alors comme un malheur n'arrive jamais seul, on a vu également lors de ce G20 des choses très humiliantes pour Macron. On a vu notamment cette photo incroyable où on voit Joseph Biden, le président des États-Unis, qui a l'air extrêmement perplexe, qui est assis avec à côté de lui Rishi Sunak, le Premier ministre britannique. L'un et l'autre sont assis, puis autour d'eux, debout, on voit qu'il y a le chancelier d'Allemagne, il y a notre Macron national, il y a les dirigeants des autres pays européens ou canadiens, il y a Trudeau, et ils sont là debout et on a l'impression que c'est une réunion de malfaiteurs qui voulaient faire un braquage et karaté. Voilà. Alors donc ils sont tous à la peine, on a l'impression qu'ils réfléchissent, comment est-ce qu'on a pu se retrouver dans cette impasse, dans cette situation. Est-ce qu'on imagine Charles de Gaulle participer à un pareil remue-ménage, comme on dirait, un pareil brainstorming avec le président des États-Unis pour savoir comment se sortir de cette galère? Objectivement, non. D'ailleurs, il faut avouer que l'Occident a passé vraiment de mauvais quarts d'heure lors de ce G20, puisque Justin Trudeau, qui est l'équivalent canadien de Macron, c'est-à-dire un jeune promu par les médias, par l'oligarchie et qui dit n'importe quoi, eh bien, il avait cru malin, après s'être entretenu avec le président Xi Jinping, président chinois, d'aller balancer ça dans la presse, comme Macron l'a fait avec Poutine il y a quelques temps. Le résultat avec Xi Jinping n'a pas tardé, puisque Xi Jinping a croisé Justin Trudeau ensuite dans les couloirs de l'endroit du centre de conférence où se tenait ce G20. Et le président chinois, devant des caméras, c'est du sans précédent dans l'histoire contemporaine, a remonté les bretelles du Premier ministre canadien en lui disant que il n'avait pas à dire les entretiens qu'ils venaient d'avoir, c'était pas bien de les dire dans la presse. Alors lorsque le Tianzi, le fils du ciel, l'empereur de Chine, le président chinois, dit ça sur un ton comme ça, sec, sans commentaire, ça veut dire que Justin Trudeau, maintenant, est persona non grata en Chine. Ça veut dire que les Chinois n'ont plus aucune confiance dans ce type-là. De même, d'ailleurs, que Vladimir Poutine n'a plus aucune confiance dans Macron, depuis que Macron a balancé sur la planète entière comme une espèce de youtubeur qui aurait piégé un chef d'État, qu'il a balancé l'entretien avec Poutine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut bien mesurer, c'est que en fait Macron et maintenant Trudeau qui le suit sont en fait persona non grata, comme on dirait, c'est-à-dire personne non désirée, non souhaitée sur la scène internationale. Macron essaye de le cacher, mais en fait il a eu quasiment très peu d'entretiens à haut niveau. En fait les gens le fuient. Alors il est là, il essaye de faire genre avec la presse française. Il est parti d'ailleurs, la seule chose qu'il a trouvé à faire pour essayer de sortir du lot, c'est de balancer des clichés qui ont été pris par la photographe attitrée, Madame Soisic de la Moissonnière, qui a donc balancé des clichés. On avait l'impression qu'il était un évadé d'Alcatraz, un repris de justice, mal rasé, comme ça, en pull, en col roulé, prenant en noir et blanc des photos dramatisantes. On aurait dit, je sais pas quoi, ça se faisait une espèce de réminiscence de photos à la Robert Doisneau, mais comme consacrée aux prisonniers de Fleury-Mérogis, enfin, n'importe quoi.
n'importe quoi. Le G20 s'est terminé quand même, là aussi, en fait, sans quelque chose de très intéressant. Et puis ça, c'était donc du 15 au 16 novembre. Et puis ensuite, il y avait du 16 au 19 novembre la réunion de l'APEC. Alors l'APEC, c'est le sommet Asie-Pacifique et Europe, qui avait été lancé du temps de Chirac. Je me rappelle, j'avais participé au lancement de ce truc-là à l'époque, et qui se veut un sommet entre les pays européens et les pays d'Asie-Pacifique. Alors, Macron s'y est là aussi illustré en mal. D'abord parce que il n'a pas pu s'empêcher de taper sur les Français, de dire que les Français étaient arrogants. Mais c'est pas les Français qui sont arrogants, c'est lui. C'est lui qui est perçu comme quelqu'un de superficiel et d'arrogant. D'ailleurs, au passage, il ne se rend pas compte parce qu'il n'a aucune expérience. Mais lorsqu'un chef d'État s'exprime à l'étranger, s'il critique ses propres compatriotes, déjà ça passe pas aux yeux des autres dirigeants étrangers, mais a fortiori à l'étranger. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que cherche Macron, ou plus exactement, je crains de le comprendre. Il fait tout pour humilier notre pays, pour le détruire, parce qu'il ne suscite aucune sympathie. En disant que les Français sont arrogants, il ne suscite absolument pas la sympathie, même des chefs d'État qui pensent que les Français sont arrogants. Non, non, parce que les chefs d'État dans le monde entier, ou les chefs de gouvernement, estiment que le devoir numéro un, et c'est bien la vérité, d'un chef d'État ou de gouvernement, c'est d'abord de défendre sa propre patrie. Et par ailleurs, si les Français apparaissent comme arrogants, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont un chef d'État qui est celui que nous souffrons depuis bientôt 6 ans et qui ne fait que des sottises en définitive. Alors à part ce truc-là qui est déjà fait mauvais effet, il y a eu une autre bévue qu'il a commise lors de ce sommet de la PEC, c'est que il s'est mis à faire un discours en anglais. Alors le discours en anglais, bon, il parle l'anglais correctement, mais pas d'une façon extraordinaire non plus. Il n'a pas un anglais parfaitement fluide. Il le parle comme un Français qui parle un peu l'anglais. Voilà. Je rappelle que ça n'est pas son devoir. Son devoir en tant que président de la République française, c'est de parler en français. D'autant plus que la langue française est, qu'il le veuille ou non, une langue de rayonnement international. C'est l'une des deux langues reconnues comme langue de travail à l'Organisation des Nations Unies avec l'anglais, et que les chefs d'État dans le monde entier attendent que le président de la République française parle en français. Donc lorsque le chef d'État français parle en anglais, c'est vraiment... il ne saurait pas mieux transmettre, mieux convoyer comme message que le fait qu'en définitive, eh bien, il se plie et il se soumet à l'impérialisme culturel américain. Alors le plus extraordinaire d'ailleurs de tout ça, c'est qu'en plus son discours était d'une très grande sottise, puisqu'il a en fait en gros expliqué qu'il fallait que les pays d'Asie-Pacifique fassent pression sur Poutine au sujet de l'Ukraine. Et puis il a parlé comme à des enfants. Il a dit que voilà, il fallait, s'il n'y avait pas d'ordre mondial, eh bien ça serait la loi de la jungle. Donc il fallait qu'il y ait un ordre mondial. Et puis, mais il y a déjà un ordre international qui existe. On n'a pas attendu Macron. Il existe depuis le début du XVIIe siècle, avec la création du droit international par le juriste néerlandais Henrik von Groot, qu'on appelle Grotius. Et donc il y a tout un appareil juridique qui a été élaboré au cours des siècles et qui maintenant s'appelle le droit international public, avec l'Organisation des Nations Unies, avec toutes les agences onusiennes, avec la Cour internationale de justice, avec le foisonnement des traités, des organisations internationales diverses et variées. Donc en réalité, M. Macron, en disant qu'il fallait un nouvel ordre mondial, il s'est mis dans le pas de ce que souhaitent les Américains, qui ne veulent plus entendre parler d'un ordre international où il y aurait les différentes nations, mais d'un ordre mondial, sous-entendu qu'un seul et même ordre dirigé par une superpuissance qui est les États-Unis d'Amérique. Or justement, c'est justement ce que ne veulent pas l'auditoire auquel il s'est adressé. La quasi-totalité des pays du monde, en tout cas ceux qui se réunissent dans les BRICS, à l'APEC, dans les forums internationaux des pays du Sud, ne veulent justement plus d'avoir cet ordre unipolaire que les Américains appellent ordre mondial. Ils veulent au contraire avoir un ordre international. Et de ce point de vue-là, les pays du Sud ou les pays d'Asie-Pacifique, de façon écrasante, soutiennent la Chine et l'Inde et la Russie, comme étant justement les garants que l'ordre ne va pas devenir cet ordre mondial unipolaire que souhaitent les États-Unis. Donc en fait, il a parlé pour
pour se saborder, pour montrer que la France n'avait plus la voix originale qu'elle avait du temps de De Gaulle, ce qui déçoit énormément de gens. C'est également très enfantin. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est en voyant cet Olibrius qui s'est fait prendre en photo comme ça, comme un évadé de la Fleury-Mérogis l'avant-veille en avion, est-ce que vous croyez vraiment que les chefs d'État et de gouvernement des pays d'Asie-Pacifique vont se dire, en écoutant la parole de Macron, « Ah bah c'est vrai, il a raison, on va se mettre derrière les États-Unis ». Il avait même poussé, j'ai oublié de le rappeler, mais lors du G20, il avait même trouvé moyen de dire à Xi Jinping, de faire savoir dans la presse mondiale qu'il avait demandé à Xi Jinping d'intervenir auprès de Poutine. Comme si Xi Jinping avait besoin de Macron pour savoir ce qu'il fallait faire dans ses relations avec la Russie. Bon, bref, c'est minable, c'est triste, c'est pathétique même, de bêtises, d'enfantillage, de gaminerie. Et c'est pas tout. Parce que après ça, il est parti à Djerba. Donc ça, c'était du 19 au 22 novembre. Donc il a enfilé les sommets les uns après les autres comme des perles. Il s'est retrouvé au 18e sommet de la francophonie. Et là, rebolote, nouveau désastre, puisque le seul message audible qui a été perçu par les auditoires et qui a été répercuté dans le monde entier, c'est qu'il a trouvé le moyen de dire que la francophonie était en pleine débâcle et que le français était de moins en moins utilisé. Ce qui, d'une certaine façon, est exact dans les enceintes internationales. Mais faute à qui ? Justement, il venait de montrer 2 jours avant à Bangkok qu'il s'exprimait en anglais lui-même. Donc en fait, il a une double personnalité. Et on ne peut pas à la fois dire une chose et son contraire. S'il regrette que le français perde la place dans les instances internationales, il en est le premier responsable puisqu'il est le président français et qu'il s'exprime en anglais lui-même. Par ailleurs, on a vu à quel point il méprise tout ce qui concerne la francophonie. Mais le pire de pire, c'est qu'en plus, ceci est faux. Parce que s'il est exact que le français en tant que langue commerciale, que langue internationale utilisée dans les enceintes internationales est en régression, notamment à cause de l'Union européenne où tout le monde de plus en plus ne parle que l'anglais, ce qui d'ailleurs est extraordinaire puisque l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Mais en réalité, si on met ça de côté, du point de vue démographique, le français est la langue qui s'accroît le plus vite dans le monde. Il aurait quand même pu le rappeler. Le rôle d'un chef d'État français, ça n'est pas d'égrener tout ce qui ne va pas, c'est aussi de temps en temps de dire ce qui va mieux. Il se trouve que le nombre de locuteurs de français dans le monde est en très forte croissance. Depuis les années 80, il y a eu une multiplication par 3 en gros. On est désormais on est passé d'à peu près 109 millions de locuteurs francophones à la fin des années 70 à désormais quelque chose aujourd'hui aux alentours de 320 millions de locuteurs francophones, essentiellement grâce à la vigueur de la démographie dans les pays d'Afrique francophone. D'ailleurs, les autres pays du monde ne s'y trompent pas. En Chine, en Russie, même je crois en Inde, etc., on développe l'apprentissage du français, non pas pour la France, parce que beaucoup de ces pays ont commencé à comprendre que notre pays, sous la houlette des présidents choisis par l'oligarchie, était en pleine dégringolade, mais parce qu'ils savent que c'est la langue des pays d'Afrique francophone et que les pays d'Afrique francophone, eux, sont en forte croissance. Voilà. En fait, Macron déteste non seulement les Français, mais il déteste également les francophones. Et puis ça n'est pas tout. Parce qu'il devait y avoir une cinquième réunion qui devait se tenir 2-3 jours après à Bruxelles, ce samedi, qui devait être une réunion de lancer des pourparlers de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et Macron avait voulu jouer les coqs gaulois en se faisant passer pour celui qui allait piloter cette réunion à Bruxelles, qu'il allait être celui qui fait celui qui fait aboutir la paix, qui est Monsieur Bons-Offices, le médiateur. Alors, le problème, c'est que le même Macron, le 14 octobre, avait fait des déclarations comme ça publiques à l'emporte-pièce pour condamner la Russie et l'Azerbaïdjan dans le conflit au Karabakh, et donc de pointer du doigt le régime de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, et le président azerbaïdjanais Aliyev. Lequel président Aliyev, par ailleurs, est en excellent terme avec la présidente de l'Union européenne, Mme von der Leyen, puisque Mme von der Leyen est allée le supplier de nous donner un petit peu des hydrocarbures que les Russes maintenant ne nous donnent plus, puisqu'on les a mis sous embargo. Bien.
Alors donc Macron avait attaqué, avait dénoncé la responsabilité de l'Azerbaïdjan. Moi, je ne prends pas parti. S'il estimait que c'était ça qu'il devait faire et dire, pourquoi pas. Sauf qu'il y a des conséquences. Il y a toujours des conséquences. On ne peut pas dire le 14 octobre que tout est de la faute de la Russie et de l'Azerbaïdjan, et puis ensuite, le 20 novembre ou le 22 novembre, prétendre être le monsieur bons offices et le médiateur pour un processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'Azerbaïdjan a fait savoir que si c'était présidé par M. Macron, il ne venait pas. Et donc la délégation azerbaïdjanaise n'est pas venue. C'est-à-dire que Macron, au lieu d'être un facteur de paix, est en fait un facteur de guerre. C'est un fauteur de guerre parce qu'il a fait des déclarations intempestives à la mi-octobre qui le disqualifient pour essayer de jouer le rôle de médiateur qu'il prétendait jouer à la mi-novembre, un mois après. Voilà. Alors, sur ces 5 conférences, 5 désastres, 5 humiliations, 5 pas de clair, 5 décisions mauvaises. Enfin, c'est fascinant. Et ça n'est pas tout. Puisqu'on a appris au cours des derniers jours, M. Macron nous a fait savoir le 23 novembre qu'il allait bientôt parler dans quelques jours à Vladimir Poutine. On dirait un gamin dans une classe de récréation plus personne, plus aucun de ses camarades de classe ne veut lui parler parce que tout le monde sait à quoi s'en tenir, et puis qui dit « Ah si, il y a un tel qui veut bien me parler ». Enfin, c'est minable. Est-ce qu'on imagine De Gaulle en train d'annoncer à la presse « Dans 3 jours, je vais pouvoir parler à Nikolai Podgorny ». Non, mais c'est incroyable. Alors c'est d'autant plus incroyable que là, je vous parle de ce soir, nous sommes le 28, ça fait donc 5 jours, et puis il n'y a toujours pas d'entretien avec Vladimir Poutine. L'entretien, paraît-il, devait porter sur la fameuse centrale de Zaporojie, la centrale nucléaire qui est bombardée par les Ukrainiens. Et donc, paraît-il que Macron voulait en parler à Vladimir Poutine. Mais à mon avis, mon intuition me dit que le fait qu'il ait annoncé dans la presse française qu'il allait parler à Poutine dans quelques jours, l'ambassade de Russie en France, la première chose qu'ils ont dû faire, c'est d'envoyer ça à Moscou. Et à Moscou, ils ont dû se dire non mais c'est pas possible, il recommence encore son cinoche, il va encore nous annoncer, il va encore balancer dans la presse tout ce qu'on va dire. Donc je suppose que Poutine va dire niet, voilà, il a d'autres choses à faire, il préfère aller faire du baseball plutôt que de parler avec cet Olybrius en fait. C'est pas la seule chose. Il y a encore un autre truc. C'est que lorsque le président chinois Xi Jinping était venu en France il y a quelques semestres, Macron n'avait rien trouvé de mieux, dans le cadre du couple franco-allemand, que d'inviter le chancelier allemand, qui était encore à l'époque Madame Merkel, à venir à Paris. Donc il l'avait fait venir pour qu'ils reçoivent tous les deux Xi Jinping au nom du couple franco-allemand. C'est hallucinant. Là aussi, est-ce qu'on imagine Charles de Gaulle recevant un grand de ce monde en France et disant « Attendez, je vais demander au chancelier Adenauer de venir à côté de moi parce que moi je suis trop timide, je suis trop petit ». Non mais c'est dingue. Alors évidemment, Xi Jinping avait dû noter ça avec quelque étonnement. Et puis donc la France était encore une fois humiliée et s'était précipitée pour apparaître comme le vassal non seulement des États-Unis mais de Berlin. Mais alors là où ça a atteint le grand art, c'est que lorsque Macron a appris il y a quelques semaines que Olaf Scholz, le chancelier d'Allemagne, se rendait en Chine en visite d'État, en visite officielle, pardon, excusez-moi, puisqu'il n'est pas chef d'État, Macron a demandé à Olaf Scholz de pouvoir se joindre au voyage, de la même façon qu'il avait invité Merkel. Sauf que Olaf Scholz, le chancelier, a dit non, il ne voulait absolument pas être flanqué, évidemment, de Macron, puisque l'un des objectifs du voyage d'Olaf Scholz, c'était de négocier des intérêts tout à fait privilégiés pour l'industrie allemande. Parce que les Allemands ne sont européens que de façade, et le couple franco-allemand, ils s'en fichent complètement. Bon, ils savent très bien que c'est ce que les Français adorent dire, mais eux, ils s'en fichent complètement. Donc, du point de vue d'Olaf Scholz et d'ailleurs des industriels qui l'accompagnaient, il était hors de question d'être flanqué du zouave de l'Élysée. C'était absolument dingue. Résultat des courses, puisque, je rigole, mais ça n'est pas drôle, résultat des courses, eh bien, Macron
a décidé, il a annoncé qu'il allait faire une visite en Chine avant la fin novembre. Alors, moi j'attends. Nous voici le 28 novembre, j'attends, et comme Seuran, je ne vois rien venir. Je suppose que, comme pour Poutine, il a fait des annonces, comme d'ailleurs tout le temps, il ne fait que des effets d'annonce. Il annonce, il annonce, il annonce. Sauf que quand on parle en questions internationales, on s'adresse à des chefs d'État et de gouvernement ailleurs dans le monde qui sont des gens sérieux. Voilà. Alors voilà, je vais terminer ici ce florilège. C'est uniquement sur les 3 dernières semaines. Hein. Ce que je viens de dire, c'est uniquement sur les 3 dernières semaines. Et c'est pour un responsable politique qui n'est quand même pas tombé du berceau, puisqu'il a déjà 5 ans à l'Élysée auparavant. Ça veut donc dire que non seulement il est incapable, mais qu'il ne comprend rien et qu'il est incapable de comprendre ce qui se passe. Ça veut dire qu'on a vraiment un cas psychiatrique. Vraiment. Je ne plaisante pas, c'est pas une formule de style. On a vraiment quelqu'un qui fait absolument tout pour se faire détester au niveau international comme au niveau national et pour ne pas tenir son rang. Alors on me dira, vous, la critique est facile, l'art est difficile. Non, 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 l'art est beaucoup plus... Je crois que personne ne peut faire pire que Macron en termes internationaux. Même François Hollande, c'était pas grand-chose, mais il avait quand même fait moins d'âneries. Pourtant, il en avait fait beaucoup. Bon. Non, ce qu'il faut, ça n'est pas très compliqué. Il faudrait tout simplement que la France, elle ait un vrai chef d'État. Un vrai président de la République qui défende les intérêts des Français et qui ne passe pas son temps à jouer les cabotins ou les danseurs mondains devant des photographes ou des médias. Voilà. Il avait pourtant commencé son premier mandat en disant qu'il aurait une petite parole rare et jupitérienne, on ne l'entendrait pas. Mais non, il fait tout le contraire. Non, ce que devrait faire un chef d'État, c'est de faire respecter la parole de la France. Et faire respecter la parole de la France, ça veut dire que défendre les intérêts du peuple français, ne plus être à la remorque des États-Unis d'Amérique, défendre une voie originale vers la paix et vers la concorde planétaire. Ça veut dire par exemple arrêter immédiatement. Si moi j'avais été élu président, eh bien moi je n'aurais jamais fait les sanctions contre la Russie. Et j'aurais négocié avec Moscou un approvisionnement en gaz à des tarifs tout à fait sympathiques, ceux dont on bénéficiait avant, ce qui m'aurait permis d'ailleurs de sauver l'industrie française et le niveau de vie des Français qui sont en train de s'effondrer l'un et l'autre. Si j'avais été également le président de la République française, j'aurais fait savoir qu'il était hors de question pour moi de participer à un G20 en présence de M. Klaus Schwab du Forum économique mondial. Parce que c'est le G20, ça n'est pas le G21. Monsieur Schwab, qui est un individu dont on ne sait pas exactement quelle force il représente, ou dont on doute plus exactement, on ne le sait que trop bien, Monsieur Klaus Schwab, qui fait d'ailleurs des déclarations absolument extravagantes avec Madame von der Leyen, ces deux personnalités qui ont toutes les deux d'ailleurs comme point commun d'être allemands, d'être élus par personne, de faire des coups d'État successifs en prenant des pouvoirs qu'ils n'ont pas, en s'incrustant dans des relations, dans des réunions internationales, en prenant des décisions sur les vaccins, ou même maintenant il faut, M. Klaus Schwab, son nouveau combat, c'est de militer pour imposer des puces électroniques dans les cerveaux des êtres humains. Enfin, il prend ouvertement parti pour le transhumanisme, et on est prié de suivre cet individu dont on ne sait rien, si ce n'est que, comme d'ailleurs Mme von der Leyen, dans sa jeunesse, il avait une partie de sa famille qui était hitlérienne, nazie dans un cas comme dans l'autre. Comment se fait-il que le président de la République française tolère qu'il y ait ce type qui soit présent au G20 ? Moi, j'aurais fait savoir que c'était M. Schwab ou la France. Voilà. Et je dirais la même chose d'ailleurs partout ailleurs, y compris aussi d'ailleurs avec Mme von der Leyen. Parce que n'oublions pas que la Commission européenne, normalement, n'est pas un gouvernement, ne devrait pas se substituer aux États. Il y a quand même un Conseil des chefs d'État et de gouvernement dans les institutions européennes. Et donc, Mme von der Leyen, qui n'est élue par personne, dans la seule chose que l'on sait, outre le fait que sa famille était en partie nazie, c'est également que c'est une femme qui est corrompue jusqu'à l'os. Mme von der Leyen n'a pas sa place dans ce genre d'enceinte. Mais je peux vous dire qu'à partir du moment où la France aurait un chef d'État qui aurait commencé en disant « terminer les sanctions contre la Russie », on reconnaît que la Russie a autorité sur la Crimée, parce que la Crimée a toujours été russe et n'a jamais été ukrainienne jusqu'en 1954. À partir du moment où l'on aurait dit également que nous ne voulons pas de la présence de Mme von der Leyen et nous ne voulons pas de la présence de M. Klaus Schwab au G20, eh ben je peux vous dire que d'un seul coup, d'un seul,
les autres pays du monde se seraient dit tiens, voilà la France que l'on aime et qui est revenue. C'est ce que je vous propose dans les années à venir. C'est ce qu'il faudra bien que le peuple français fasse pour éviter la destruction de notre pays. Vive la République et vive la France.